Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez recevoir ce programme. Nous vous demandons surtout de songer à le partager dans vos différents réseaux pour qu'un maximum de personnes profitent de ce programme d'éducation de santé. Nous vous donnons quelques astuces, quelques trucs et surtout comment mieux vous porter, hein, et surtout aussi encore comment est-ce que nous allons faire pour résister face à toutes les puissances, tous les lobbying qui veulent nous maintenir en position de consommateurs dominés. Je suis NK, Nanakecha est mon nom. Je suis encore, comme d'habitude, avec Dr. Choco pour à peu près 1 heure de programme où nous allons vous faire profiter d'une consultation gratuite, hein. Et votre devoir, votre tâche, effectivement, c'est de faire que un maximum de personnes profitent de tout ce que nous divulguons, de ce que nous partageons. Vous savez, cette entreprise est presque une entreprise subversive. J'écoutais justement par rapport à la crise du coronavirus, cette tendance absolument à imposer une façon unilatérale de concevoir les choses. Ça fait de très longs mois maintenant qu'avec Dr. Choco, nous cheminons, nous avons soigné beaucoup de malades et nous en sommes fiers. Le protocole a été même réutilisé et nous avons notamment montré et nous avons expérimenté nous-mêmes et la plupart d'entre vous, vous avez expérimenté les avantages de l'artémisia dans cette lutte contre le coronavirus. Et il est absolument regrettable de voir que notamment l'Occident veut toujours nous imposer une seule façon de voir les choses. Encore que si tous les Occidentaux étaient d'accord, je dirais oui. Parce qu'il y a des sommités comme le professeur Perron, je parle du professeur Raoul, qui disent des choses, mais on voit bien qu'on veut qu'ils se taisent, c'est-à-dire que même s'ils doivent passer dans les médias mainstream, on fait que ce soit à des heures qui ne sont pas de grande écoute où tout le monde ne regarde pas. Et c'est juste sur les réseaux sociaux qu'on se rend compte que le professeur Perron est passé à tel endroit et toute la longueur de journée, on nous bassine avec ceci. Hier, j'écoutais un billet à la radio, une chronique, mais j'ai été frappé, Dr. Choco, d'attendre comment cette dame tourner en bourrique à parler de toutes ces personnes qui proposent des médecines alternatives, d'autres approches, en disant, en les faisant passer forcément pour des charlatans, pour des complotistes. Et je dis, mais en tout cas, si résister, c'est être un complotiste, pourquoi pas? Je veux dire qu'on est quand même dans un Occident qui se soignait il n'y a pas longtemps. Grâce aux herboristes, on a fait détruire tout cela juste parce qu'on veut faire triompher une seule approche de la médecine. D'ailleurs, cette femme conclut son papier en disant on est en train de remettre en question, on est en train de, en fait, d'une certaine manière, ces mots, c'était on refuse aux médecins l'exclusivité de notre santé. En fait, elle s'insurgeait. Et cela m'a choqué. J'ai dit, c'est vrai, voilà vraiment l'angle du truc, c'est que nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Comment une personne peut émettre un tel raisonnement à dire que les médecins sont les détenteurs exclusifs du savoir sur notre santé? Au nom de quoi? Et c'est exactement là le problème. Je Totalement. suis en présence d'un médecin, docteur Choco, et bien, bonsoir, bienvenue, docteur. Merci, Dr. NK. Bonsoir à tous nos auditeurs. Ce que vous dites est vraiment poignant parce que un médecin qui se permet de croire que c'est lui qui est détenteur de la connaissance et du savoir et de la vérité sur la santé, c'est qu'il se prend pour un dieu. Or, si on savait vraiment tout, comme les gens prétendent le faire croire, je crois que les médecins auraient le record de la longévité, ce qui est loin d'être le cas. Mm -hmm. Alors, il faut croire en d'autres médecines, ok, qui sont pratiquées et qui donnent aussi la preuve, puisque les gens qui le pratiquent, d'ailleurs, je dirais, ont parfois même une longévité meilleure à celle des médecins contemporains. Voilà. Voilà. Vous avez compris donc avec Dr. Choco, fort de ses connaissances en médecine occidentale, médecine moderne, il nous propose une remise en question, un pas de côté, qui est d'ailleurs ce qui devrait accompagner toutes nos actions dans notre vie, hein, de tous les jours, cette capacité à remettre en question notre savoir, parce qu'un chercheur, en fait, un connaisseur est un éternel étudiant, en effet. C'est-à-dire que celui qui connaît, c'est justement celui dont Platon disait
je ne connais rien. De toutes les façons, il faut encore être encore en train de chercher. Donc, voilà pourquoi il nous propose donc ces avantages de la médecine telle qu'il a apprise à l'école, mais aussi ces avantages de l'expérience de la vie, de l'expérience justement de l'herboristerie, de ces algues dont vous êtes devenus des grands connaisseurs, vous qui êtes les aficionados de cette plateforme. Et aussi ce que dans nos villages, le savoir que beaucoup de gens ont, mais que nos gouvernements n'accompagnent pas, n'aident pas. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que les Occidentaux font. Je veux dire que ce que nous appelons très souvent la médecine traditionnelle, non, c'est de la médecine, d'une autre médecine, médecine à base de plantes, et que les Occidentaux, je vous dis, dans les potagers, dans les jardins des Occidentaux, des riches, autrefois, il n'y a pas très longtemps, il y avait toujours un coin médecine, donc où il y avait toutes ces plantes, toutes ces herbes, mais on a détruit ça à cause des pouvoirs de l'argent dirigés par les lobbies pharmaceutiques parce que vous allez croire que c'est un épiphénomène, c'est rien. Non, on grappille sous par sous. Donc, et justement, cette dame qui pense que le savoir, c'est-à-dire que la responsabilité de notre santé est l'exclusivité des médecins formés selon les critères des facultés de médecine, c'est justement remettre en question nos propres fondements. Je veux dire que d'abord, chacun est le meilleur du détenteur du savoir sur lui-même. Je vais dire, même Dr Choco qui est là, quand il soigne quelqu'un, c'est la personne qui le guide. C'est pas Dr Choco qui connaît. Et ce que la personne ressent, c'est la personne qui guide le médecin, Dr Choco. Ouais, tout à fait. C'est les malades qui nous orientent et fort des connaissances que l'on a apprises, on interprète ce qu'ils disent, on interprète les symptômes, on interprète les signes, et on peut comprendre en ce moment-là ce qui leur arrive, ce qui se passe en eux. Mais sans les éléments qu'ils nous donnent, on ne peut rien faire. On n'est pas non plus, on ne peut pas deviner, et comme vous l'avez bien signalé, on ne peut pas deviner ce que les gens ressentent et le degré de leur sensibilité, de l'ampleur des sensations et des signes qu'ils doivent ressentir au fond d'eux. Il y a un proverbe Mundjumba, ça c'est en banganté, qui dit justement que c'est-à-dire que c'est le malade qui sait la douleur de sa maladie, qui sait comment ça fait mal. Et donc, je vous salue, j'en profite pour saluer tous nos amis qui nous rejoignent. Partagez ceci dans différents réseaux, s'il vous plaît, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui en profitent. Vous pouvez vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, bien évidemment. Je salue tout le monde ici qui est avec nous, Aïssatou Sisfal, qui est en bonne place. Merci de nous adresser votre bonjour chaleureux. Merveille Chagoué, Dora Cham, c'est gentil. Jacqueline Sita, Mireille Bakelak. Les premiers sont généralement les premières et on l'observe encore ce soir. Vous êtes bien là. On est content d'être en votre compagnie pour que nous puissions continuer à faire ce cheminement. Pammy Hope nous dit justement que la place de la médecine alternative dans la société et nos parents n'avaient pas tous ces processus chimiques et critères et molécules, mais ils ont vécu longtemps et en bonne santé comparativement à nous aujourd'hui. Alors, c'est exactement ce que Dr Choco dit très souvent. C'est effectivement la preuve que la médecine occidentale est venue plutôt réduire l'espérance de vie en Afrique parce que nos ancêtres vivaient facilement 80, 100 années. Avec rien que la médecine traditionnelle, ils ne connaissaient pas ce que c'est une aspirine, absolument pas du tout. Non seulement on nous a empoisonnés avec une alimentation riche en sucre, avec une alimentation complètement, je peux dire, toxique, ils nous ont empoisonnés avec tous les gaz d'échappement, les voitures et la pollution. Ils nous ont empoisonnés avec les produits chimiques qu'ils utilisent dans nos champs et protège pas les gens qui travaillent dedans avec bon, on peut pas dire la cigarette parce que bon, à l'époque déjà les gens fumaient la pipe, je veux bien, mais on remarque quand même que ce développement et l'occidentalisation a alors nettement réduit
l'espérance de vie dans toute l'Afrique, sans compter les vaccins, qui sont venus il y a eu des bons vaccins, je ne dis pas, mais ça, c'était les vaccins d'il y a 30 ans, plus de 100 ans. Mais tous les nouveaux vaccins qui nous ramènent maintenant ont un but, mais c'est de nous exterminer. Moi, je peux vous dire, ont un but, c'est de nous exterminer. Quand vous voyez que c'est dans toute l'Afrique noire, l'espérance de vie ne dépasse pas 55 ans. Mais c'est terrible. Je peux dire que, et c'est encore pire dans les pays francophones. On dirait que cette France, franchement, dans les 14 pays, on est encore en dessous de la moyenne. Quand on va dans les pays anglophones, c'est beaucoup mieux. Ils vont peut-être atteindre les 60 ans facilement. Mais dans les pays subsahariens et francophones, c'est la catastrophe. Ce n'est pas que la misère. C'est pas que la misère. Ce n'est pas que la misère et pour cela, nous devons nous tenir debout, solidariser surtout. Je voudrais que nous n'oublions pas que tout ce que nous disons là, même sur tous ces conseils, ne profitons pas juste tout seul, partageons pour qu'un maximum de personnes en profitent, mais surtout apprenons à être solidaires les uns les autres. Ce dimanche, d'ailleurs, sur ma page personnelle, je vais faire une chronique, un débat sur cette nécessité de la solidarité et surtout sur cette manière un peu subtile que par nos agissements, nous détruisons cette possibilité même de solidariser tout en nous réclamant comme étant de bonne intention, comme étant bienveillant, parce que j'ai vu des gens se délecter du malheur de leurs frères, de voir qu'il y a des gens qui pourront être expulsés d'un pays européen et qui s'en délectent. Moi, je trouve ça je veux dire, c'est rien que le fait d'en être fier, même si c'est quelqu'un que nous n'aimons pas pour quelque raison que ce soit, je veux dire, la nécessité de solidariser nous oblige, quand on sait qu'est-ce que nous avons souffert, qu'est-ce que nous souffrons encore aujourd'hui, à travers, sur le plan économique, sur le plan politique, nous venons de voir même sur le plan médical, on ne peut pas s'amuser à être même fier que son ennemi soit maltraité par des puissances de l'Occident, des gouvernements occidentaux, tout ce que vous voulez. Je pense que non. Ça sera... pour ceux qui me suivent, on se reverra dimanche soir. Oui, pardon? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un peu décevant et parfois révoltant de voir comment nous autres, en Afrique, au Cameroun, on se plaît de voir notre voisin, notre frère, etc., souffrir ou passer de mauvais moments. Je voyais encore des images vidéo de la marche du 22, je crois, de la marche du 22, où 2 ou 3 policiers étaient en train de molester un marcheur dans la rue et les gens sur le balcon, tranquilles, ils n'avaient même pas l'air ni choqués, ni... Je veux bien qu'ils ne puissent pas intervenir, mais qu'on sente encore au fond d'eux un certain dégoût, un certain... c'est pas quelque chose qui montre qu'ils sont affectés par cette scène-là. Ce qui arrive à un autre humain, à ce qu'on appelle... Ils étaient sur le balcon, ils met l'image, mais il n'y avait même rien, ils commentaient tranquillement. Franchement, franchement, de mon balcon, je dirais, mais monsieur, honnêtement, je ne pourrais pas rester inoffensif. C'est sûr qu'on va m'embarquer parce que je ne pourrais pas rester comme ça sans réagir. Sans réagir, même si je n'ai pas marché. Je ne pourrais pas laisser comme ça, sans leur faire une remarque. Il n'est pas armé. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous le taper, quoi. Bon. Donc, quand je vois ça, je trouve qu'il y a un manque de solidarité qui est vraiment très criant et qui fait beaucoup les affaires de l'Occident. On devrait être tous solidaires contre cette puissance occidentale qui sont là pour non seulement nous diviser, au mieux nous exterminer et profiter des richesses que nous avons sous nos pieds. Et ça, on voit des gens qui passent leur temps plutôt, effectivement, à lutter contre le voisin, mais vraiment, et en ignorant. C'est-à-dire qu'on les voit s'écraser lorsque le Chinois, lorsque le Français, etc. et tout, mais son frère camerounais, mais non.
Comme vous avez dit, les autres, ils vous font plus de mal, mais personne ne lève le bout du doigt sur eux, mais Mm. quelqu'un, le frère vole la moto, alors qu'il y en a qui ont volé votre avenir. Ils ont volé votre avenir, votre vie, votre santé, ils ont tout volé. Vous ne levez pas le bout du doigt, mais quelqu'un vole la moto, mais vous le brûlez vivant. Vous le lynchez, vous le lapidez. Oui. C'est Alors, complètement. Madeleine Jononceau, bonjour. Je vois qu'elle a une question. Il faut mieux préciser cette question, Madeleine, avant que je n'y arrive. Je salue Michu et Samé, Tanali Shuta, Brad, et aussi Jenny Fashion, Carole fait que sont contents de revoir Ida, Diane Kepsu, que Edith aide, bien évidemment. Avant de commencer la question de Dorothée sur la vitamine D, on va encore en reparler un petit peu. La spiruline aussi, on va en reparler dans une minute simplement. Je voudrais effectivement vous rappeler encore à la suite de ce que Dr Choco dit, si nous faisons cette entreprise, c'est parce que nous sommes dans une démarche militante. Nous sommes une démarche militante pour une réelle solidarité, pour une possibilité d'être capable de faire véritablement quelque chose. Il ne faut pas juste professer le fait qu'il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit des panafricanistes, il faut qu'on soit des ceci, mais jamais dans les actes de la vie quotidienne, vous ne faites rien. Moi, je vais vraiment, j'ai un vrai coup de gueule sur ma page personnelle ce dimanche soir. Il sera 18h30 à Paris, 17h30 à Bambanké chez moi. Et donc, je veux dire, il faut vraiment enlever cette espèce d'hypocrisie ou cette duplicité, ce comportement paradoxal. Nous ne pouvons pas être, soi-disant, en train de lutter contre un ennemi commun ou qui est cette tendance à nous diviser tout en nous délectant du malheur que subit l'autre. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être amis pour se sentir concerné par le malheur. C'est une question de réflexe, un peu comme disait le docteur Choco tantôt. Il faut qu'on cultive ce réflexe, cette idée de dire que je n'ai pas besoin de savoir qu'il est, ça ne me plaît, c'est pas normal. Et ce n'est que comme cela. C'est pas juste en faisant des slogans. C'est en se sentant véritablement concerné. Je vais d'ailleurs terminer en vous racontant une anecdote. Il y a eu un attentat à Paris, il y a quelques semaines, dans les locaux du journal, et des personnes ont été poignardées, comme ça, par un islamiste, je crois pakistanais. En fait, il y a un monsieur qui est intervenu spontanément. Ce monsieur s'est d'ailleurs retrouvé en garde à vue parce que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, certains policiers ont été gentils en lui expliquant que non, désolé, on vous garde parce que ça fait partie de la procédure, on est obligé de vous garder et tout ça. Bon, il y a certains policiers qui disent, allez, on vous coffre, voilà, un point de c'est tout. Et vraiment, je trouvais ça très bien. C'est justement ce qu'on demande aux gens de savoir aussi, euh, même lorsque vous décevez quelqu'un, de savoir le lui dire, parce que vous pouvez même décevoir quelqu'un et il vous salue, il vous remercie. Donc, on n'est pas obligé d'être aussi sauvage. Bref, ce que je voulais dire c'est qu'il y a ce monsieur, quand il a vu comme ce garçon qui poignarde des gens, et il est reparti en courant, il a suivi dans le métro, spontanément. Et il est arrivé sur le quai du métro, ce jeune terroriste, donc, comme on appelle maintenant, il l'a vu et lui a sorti une lame. Et quand il a vu la menace, il s'est retracté. Et de sorte qu'à côté, il n'y a personne qui l'aide. En même temps, en ce moment-là précisément, le monsieur ne savait pas que c'était un attentat terroriste. Il pensait que c'était juste un jeune homme qui a agressé une femme dans la rue. Donc, quand il le suivait dans le métro et tout ça, il ne savait pas qui c'était. Donc, pourquoi je cite cet exemple? C'était pour mettre en lien avec ce que Dr Choco vient d'évoquer. Cette idée que voilà un monsieur, c'est un monsieur algérien, et justement, son frère lui a dit, ah, ça m'étonne pas, ça c'est mon frère. Dès qu'il y a un truc injuste, dès qu'il y a un truc qui n'est pas humain, qui ne tourne pas, on n'a pas besoin de savoir qui a tort, qui a raison. Vous voyez des gens qui se tapent, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça a commencé. Vous ne sortez pas votre caméra, votre smartphone qu'on fabrique à cause, qui nous occasionne des morts en même temps sur notre continent. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on voit des gens qui se battent, la première chose en tant qu'humain, c'est un réflexe de s'insurger, de dire qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et de chercher d'abord
cette bagarre s'arrête. Vous voyez un policier en train de maltraiter quelqu'un dans l'exemple de Dr. Choco, je pense que le premier réflexe, c'est, même si vous n'avez pas le pouvoir, la force de vous opposer, c'est au moins de dire à ce policier, monsieur, je pense que vous exagérez, c'est pas normal ce que vous faites. Parce que rien que de lui dire ça, parce que très souvent, ces gens sont tellement sûrs d'eux, ils pensent tellement très bien faire, que le seul fait que quelqu'un lui dise, ce n'est pas normal. Et il y C'est a de la des nouveauté dizaines dans de ses gens. oreilles. Pardon? Et il y a des dizaines de gens autour. Si tout le monde s'insurge comme ça et venir, oh, monsieur le policier, je peux vous dire que les deux, trois, ils vont freiner leur violence. Ils vont même arrêter leur violence. Peut-être emmener, aller peut-être faire leur truc dans leur poste, mais ils vont arrêter de le faire. Mais si tout le monde reste spectateur, mais ils se disent, ben voilà, tout le monde trouve ça normal, alors on peut continuer, on peut y aller à cœur joie. Je voulais dire un truc. J'ai lu un post dernièrement de quelqu'un qui, vraiment, ça m'a touché. Je trouvais qu'il avait totalement raison. Et ça m'a fait voir effectivement la scène qui se passe en général au Cameroun. C'est le côté du gouvernement qui essaie toujours d'instrumentaliser le tribalisme en voulant stigmatiser que voilà, les manifestants, c'est un majeure partie. Parfois, ils disent même essentiellement des Bamileke. Même si, peut-être si on fait un recensement, peut-être qu'il y aura plus de Bamileke. Alors, je dis, et cette personne faisait l'analogie en disant, si votre feu est en train de, votre maison est en train de brûler et que quelqu'un vient pour vous aider à l'éteindre, vous allez vous demander si cette personne est chinoise, noire, blanche ou d'où il vient. Mais vous saurez que c'est un acte héroïque, que c'est un acte de bienveillance et que vous serez content, vous devrez être plutôt reconnaissant. Donc, que les manifestants soient Betty, Bamileke, Ewondo, Douala ou n'importe qui, c'est le geste, c'est le sens de ce qu'ils font qu'on doit juger et les juger par rapport à ça. Alors, s'il s'avère que tous ces gens-là sont des Douala, mais dites merci aux Douala. S'il s'avère que tous ces gens, c'est des Bassa, mais dites que même là, ils vont dans... Nous, on n'a peut-être pas le courage de faire ça, on n'a pas peut-être, mais là, au moins, voilà des gens qui prennent des risques pour le bien commun, pour le bien de tout le monde. Il faut voir le sens de leur réaction. Sinon, démontrer qu'ils se trompent sans avoir besoin de lier cela à une considération anthropologique. Exactement. Voilà, dire que c'est des Bamileke, ça ne veut rien, absolument rien dire. Mais non, qu'ils démontrent que leurs actes est complètement antisocial ou dangereux pour la société, etc. Je veux bien qu'ils défendent leur peau et leur trône et leur pouvoir, mais ils ne peuvent que salir effectivement le mouvement. OK? Mais venant d'eux, on n'attend pas. Mais ceux qui critiquent ça, c'est pas toujours les gens du gouvernement. Ceux du gouvernement veulent passer ça pour un mouvement juste tribaliste. Hein? On nous combat parce que voilà, nous on est bêtiers et qu'eux ils sont bamilekés. Voilà. D'ailleurs, c'est déjà pas normal de s'imaginer qu'on les combat parce qu'ils sont des bêtis. Le gouvernement ne devrait pas être un gouvernement de bêtis, déjà. Où on retrouve l'ENAM, les sélections à l'ENAM, dans les grandes écoles, dans l'armée, etc., que les mêmes noms, ça ne devrait pas déjà être le cas. Donc, s'ils se considèrent déjà comme les gens qui ont le pouvoir, c'est déjà pas normal. Le pouvoir appartient aux Camerounais, pas à une ethnie ou à tous les Camerounais. Au peuple. Voilà. Je salue Roland Benella, bienvenue dans le programme. Alvin Tamale, oui, je te regarde et je dis bonsoir. Hein. Et tous ceux qui nous rejoignent aussi, comme Catherine Laco, et pendant ce temps, Pami Hoop, qui nous rappelle que justement, nous n'avons plus d'émotion face à la désolation de l'autre, nous n'avons plus d'empathie, plus d'amour pour l'autre, ce qui est une conséquence directe de l'absence de solidarité. C'est exactement ce que nous étions en train de dire. Elle nous décrit aussi ceci, les vraies questions sont l'existentialisme de l'Africain dans le monde d'aujourd'hui. L'Africain manque de véritables leaders panafricains capables de nommer les problèmes qui sont au centre de notre survie. Les gens comme Kémy Seba essaient, mais il n'y a pas de charisme qu'ils devraient avoir. La Ligue africaine en France aussi s'y est mise, mais bon, certaines de leurs actions sont discutables.
Bon, je comprends. Mais ce que je voulais dire, on va rentrer dans la consultation directement là, mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la figure du héros n'est pas ce qui est important. C'est parce que chacun d'entre nous a été un héros qui sommeille. C'est ça. Il faut arrêter d'attendre une figure parce que et je discutais dans un autre lieu hier. Un Je reviendrai ensemble. dimanche dessus. Si vous venez sur ma page personnelle, c'est le débat que je mène ce dimanche soir. Si tout le monde se Et sent un justement, tout petit peu concerné, c'est eh ça. bien, c'est le peuple qui doit, c'est l'ensemble qui fait vraiment la grande force. On peut avoir Voilà. une personne avec le plus gros charisme qu'on veut, eh bien voilà, hein. Il était seul sans Cara, ça n'a pas été loin. Hein. Ouais. Tout à Donc, fait. Tout à fait. pendant Il n'y a pas, longtemps, il a fait combien d'années en prison, Mandela? Voilà, oui, donc c'est le groupe qui fait la c'est force. le groupe. Plus il y a, si tout le Chacun monde de met un nous peu doit se sentir de son sel, eh bien une ça c'est mission sûr, de. ils auront du mal à neutraliser cette force-là parce qu'elle Mhm. sera vraiment importante. C'est C'est chacun, c'est chacun. pour ça que ce soir, vous remarquez que nous insistons sur la solidarité. Et hier, donc, j'avais une discussion, je reviendrai, on parlait de Rosa Parks. Il a fallu que cette femme subversive refuse de se lever du bus. Et par contre, il y a quelque chose, j'y reviendrai dimanche, qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'avant Rosa Parks, il y a eu beaucoup d'autres personnes noires qui ont fait la même chose. Donc, à un moment donné, il y a peut-être une personne qu'on médiatise qui sort du lot, mais sachez qu'au même moment, et avant elle, donc c'est pour nous dire que chacun de nous a sa responsabilité dans cette possibilité de faire changer les choses. Alors, parlons de vitamine D, docteur. 100 000 unités avec la spiruline en gélule. Est-ce que Dora Tegel peut combiner cela? Absolument, parce que la spiruline n'a pas de vitamine D spécialement. Il y en a un tout petit peu dans la chlorella, vraiment un tout petit peu, mais c'est pas suffisant pour les besoins pour nos besoins. Alors, on peut absolument combiner la vitamine D va avec tout, tout. Il n'y a rien qui contredit, qui peut faire que vous n'ayez pas besoin ou que vous ne puissiez pas prendre la vitamine D. Donc, cette Mhm. personne peut prendre la vitamine D avec spiruline, avec tout ce qu'il veut. D'accord. Alors, Madeleine Genonceau, je vous ai demandé de donner un petit plus de précision par rapport à votre question parce que j'ai l'impression que c'est la fin d'une question parce que vous nous parlez de schizophrénie. Avant que nous parlons de schizophrénie, qu'est-ce qu'elle peut prendre? Elle est trop fatiguée avec les médicaments qu'elle prend. Qui? Moi, je ne sais pas si il y a une introduction que je n'ai pas compris. Madeleine, euh, faut nous donner un peu, je sais pas, je pense pas que Dr. Choco ait compris quelque chose. Est-ce que c'est une personne qui souffre de schizophrénie Probablement. et la question est, est-ce qu'elle peut prendre des médicaments? Qu'est-ce qu'elle peut prendre? Elle est trop fatiguée avec les médicaments qu'elle prend. Donc, elle prend déjà des médicaments, en fait. Ah, OK. Ben, la schizophrénie, déjà, il faut voir ce que c'est. C'est normal qu'elle soit fatiguée. La schizophrénie, c'est une maladie mentale qui fait que les gens ont soit des hallucinations, ouais, vous parlez à des gens qui n'existent pas, vous voyez des trucs qui n'existent pas, vous avez l'impression d'être. En fait, c'est une façon très médicale d'exprimer ce que le genre de comportement que l'on a chez les personnes qui traînent dans les rues au pays et qui n'ont pas de traitement. Vous savez, ces mêmes gens, s'ils avaient des traitements, ben, ils seraient calmes, ça maîtriserait le truc et ils ne feraient pas des comportements à se déshabiller, à se promener nu dans la rue, etc. Un Mhm, schizophrène, c'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui a perdu le sens de la réalité et qui est dans son monde, un monde qui est virtuel, un monde qui est dans sa tête et le mhm, monde autour de lui n'est que image, vraiment, voilà, c'est pire que dans un rêve, quoi. Alors, mhm, les médicaments contre la schizophrénie, c'est souvent des neuroleptiques ou bien, en tout cas, c'est les médicaments qui ont tendance à calmer, à vraiment inhiber le cerveau de la personne. Donc, on les mhm, rend pratiquement réactifs. Et du coup,
leur entourage voient qu'ils sont ralentis, en fait, qu'ils Oui. n'ont plus la réactivité. Mais le problème est que s'ils réduisent les médicaments et qu'ils acquièrent les réactivités, tous les symptômes de surexcitation nerveuse avec des trucs, des hallucinations reviennent. Et Mm. c'est pour ça que c'est des effets secondaires qu'on peut moduler en, en adaptant peut-être le traitement pour trouver le juste milieu. Parce qu'il y en a des schizophrènes qui sont à peu près normaux comme ça. Hein. Donc, on ne voit pas qu'ils sont fatigués, mais le médicament est quand même assez bon pour les stabiliser, pour les calmer, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et il y Mm. a effectivement, si le médicament dépasse un peu de trop, mais ils sont tellement ralentis qu'ils sont presque, ils n'arrivent plus à rien faire non plus. Donc, c'est au psychiatre de trouver le bon dosage qui est non seulement efficace pour bloquer les symptômes de schizophrénie, mais pas assez fort pour entraîner carrément une apathie du malade. Est-ce que justement avec ce type de patient, on peut leur conseiller de prendre des algues? Ça peut les aider ou pas? Les algues n'aideront en rien par rapport à ça, parce que Mm. ces dérèglements nerveux, moi je dirais que c'est un truc comme l'ashwagandha qui peut aider, parce que ça a une vertu déjà pour rééquilibrer hormonalement et Mhm. pour calmer le système nerveux. Ça Mm. détend et ça calme le système nerveux. Ça peut Mm. réorganiser le cerveau. Alors, Mm. moi je dirais que les gens ne naissent pas schizophrènes. L'accumulation de tout le stress, parfois des produits chimiques, parfois des médicaments, peut Mm. faire que les neurones commencent à manquer certains éléments comme le zinc, le sélénium, tous ces minéraux qui permettent de faire vivre nos cellules nerveuses, après qui disjonctent. En fait, la schizophrénie, c'est votre cerveau qui a disjoncté. Maintenant, je ne sais pas si en apportant tous ces minéraux-là maintenant et en réorganisant hormonalement, on peut faire une marche arrière jusqu'à la personne devient totalement normale. Ça, je n'ai pas d'expérience de toutes ces plantes-là avec un schizophrène parce que ça ne court pas les rues non plus, les schizophrènes. Hein. Alors, ce qui, ce qui fait que on peut essayer, il n'y a pas de mal à ça. Leur donner de la zarganda, peut-être pour qu'ils aient tous les minéraux qu'il faut également pour se reconstruire, donner les algues et attendre. Il ne faut pas attendre à ce que, en prenant ça, au bout d'une semaine, la personne se sente bien. Il faut attendre minimum 6 mois pour voir s'il y a un effet ou pas. Et s'il y D'accord. a, mais je ne peux pas garantir que ça donnera spécialement quelque chose, mais c'est possible puisque c'est des dérèglements dus à des déficits euh, qui ont eu lieu ou à des toxines qui ont eu lieu, qui sont apparues à un moment donné dans leur vie. Mm. Salut Émilie Chocoté, bienvenue dans le programme et salut aussi à tous ceux qui nous regardent par ailleurs sur d'autres interfaces et je salue ceux qui nous regardent également en replay lorsque nous sommes déjà en vidéo. Faites de sorte qu'un maximum de personnes aient accès à ce programme maintenant, qui s'abonnent sur cette page et qui suivent ce que nous disons, surtout pour partager aussi autour de vous, pour éduquer les uns et les autres. Je voudrais dire qu'Alvin Tamaleu a des problèmes de peau ici. Il cherche, il se demande s'il y a un dermatologue. Justement, s'il y a un dermatologue parmi nous qui peut venir nous édifier spécialement sur des questions de peau, on est bienvenu. Donc, tout ce que vous aussi, vous avez comme connaissance nous intéresse comme spécialité. Venez partager avec nous. D'ailleurs, demain, dans le cadre de notre jeudi à thème, nous allons parler spécialement de l'autisme. Nous aurons des parents d'autistes, des chercheurs, nous aurons des professionnels, des gens qui travaillent auprès pour comprendre, pour commencer à une série sur l'autisme pour mieux comprendre et accompagner, aider des personnes qui sont dépourvues, qui sont en difficulté avec leurs enfants. Suzanne Rose est en retard. Elle est à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes quand même contents de l'avoir parmi nous. Quand Alvin Tamaleu, profitez-en, posez vos questions parce que l'émission va pas rester des heures et des heures. Posez vos questions tant que nous sommes là. Et Alvin nous parlait de ses problèmes de peau, surtout l'hiver.
Et ça peut être dû à quoi? Des problèmes de peau, notamment en hiver, docteur? Ben, ça dépend de quel type de manifestation. Hmm. Quand on dit problème de peau, est-ce que c'est des démangeaisons? Est-ce que c'est une décoloration? Est-ce que c'est des taches? Est-ce que, il faut voir, la dermatologie, c'est l'image. Hmm. C'est-à-dire qu'on fait la dermatologie, l'image représente plus de 50% du diagnostic et Hmm. après, et on a les symptômes, les signes, ce qu'on ressent. Donc, pour le moment, on parle juste de problème de peau. Je n'ai ni image, parce que si vous voyez les livres de dermatologie, c'est à plus de 300 pages hein, avec des images toutes différentes là-dessus. Hmm. Donc, si je n'ai pas d'image et je n'ai même pas de symptômes, ben, des problèmes de peau, je ne peux pas savoir déjà d'où ça Bien vient sûr. et OK. quel type de traitement. Très bien. Si Alvin veut mieux nous donner une idée de ce problème de peau, et puis on va voir s'il y a l'amorce d'une solution par rapport à ce cas spécifique, effectivement. Mireille Bakelak, Diane Sidi qui nous rejoint, bonsoir et bienvenue aussi. Hein. J'ai un manque d'appétit, nous dit Mireille. Qu'est-ce qu'on lui conseille quand elle a un manque d'appétit? Elle a à la base une personne qui n'aime pas trop se bourrer avec la nourriture, du coup, c'est devenu une habitude, dit-elle. Ah, elle n'a pas d'appétit, elle se bourre de nourriture quand même. Non, elle n'aime pas. Déjà, elle n'aime pas se bourrer de nourriture, justement. Et je pense qu'elle veut dire que le fait de ne pas, d'éviter la Elle se bourre de nourriture, nourriture, du coup, le fait voilà, que ça devient une habitude, elle ne ressent peut-être pas la faim ou bien elle n'a pas d'appétit parce que psychologiquement, alors, quelqu'un effectivement, je qui n'a pense pas que quand d'appétit, on est dans une habitude comme ça, c'est normal qu'on ait donné déjà une information à son cerveau qui ne veut plus de nourriture. Déjà, c'est c'est ça. un enjeu psychologique, évident. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'appétit, il faut voir s'il n'y a déjà pas un problème psychologique, hein, un problème psychologique, un problème de morale, un problème de dépression. Si la personne est bien dans sa tête Mm. et n'aime pas manger, déjà c'est rare. Parce que les deux centres au niveau du cerveau sont liés. Le centre du plaisir et de la nourriture. C'est-à-dire Mm. que quelqu'un qui aime par exemple aller danser, qui aime aller au cinéma, qui aime s'amuser, etc., en général, aime aussi les bonnes choses. C'est-à-dire que, Mm. alors quelqu'un qui n'aime pas manger, souvent, n'a pas beaucoup de plaisir non plus. Alors, en ce moment-là, il faut régler le problème psychologique et normalement, et le plaisir de manger va revenir. Mm. S'assurer que ce n'est pas non plus un problème organique. Quand je dis organique, c'est-à-dire que lorsque la personne mange, peut-être que ça goûte au niveau de la bouche, mais après la personne se sent mal parce que elle digère mal, elle a des troubles digestifs et à force, on peut aussi être un peu traumatisé. Du coup, on associe l'alimentation à quelque chose qui nous fait du mal et puis le cerveau commence à le refuser parce Mm. que vous ne ressentez pas bien. Il faut faire la différence. Donc, je ne crois pas que c'est de ce cas-là qu'elle est en train de signaler. Si elle dirait que voilà, je ne supporte pas quand je mange, je ne suis pas bien. En ce moment-là, on cherche la cause. Est-ce qu'elle a un gastrite? Est-ce qu'elle a un problème d'estomac? Est-ce qu'elle a un problème digestif? Est-ce qu'elle a un dérèglement hormonal, un problème thyroïdien? Donc, on ne sait pas. Mais je crois que c'est dans le premier sens où il faut régler plutôt le problème de mood, de morale et de tempérament. Et Mm. je lui conseille en ce moment-là des trucs comme l'association de maca de maca et d'ashwagandha. Si c'est le premier cas, hein, si, franchement, je dis si elle voit qu'elle correspond plus à la première situation, elle prend Mm. l'ashwagandha ou le ginseng, hein, le panax ginseng qui est le cousin, et associé ou pas avec le maca. Mm. Voilà, pour cette question de Mireille. Diane, un souci, mais pas mi Hope, elle se demande comment améliorer le sommeil. En fait, elle sort très peu, 3 heures par jour, apparemment. Par jour, j'imagine que c'est ça, Pammy. C'est la même? Par mois. Pardon? C'est la même Non, non, qui non, ne c'est mange une pas personne. beaucoup?
Non, 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 c'est une autre personne. C'est pas Miho. Je ne sais pas dans quel pays elle est parce qu'elle dit elle veut améliorer, elle veut savoir comment améliorer son sommeil. Elle sort très peu et son sommeil est léger. Au moindre bruit, elle est debout. Alors, on peut même pas aller voler la viande dans la marmite avec elle, quoi. Voilà, c'est pas bon, ça. Alors, Ça dans le m'attendait quand souci, notre mère dormait. le On se souci glissait tout est le doucement. soleil léger, c'est ça? Que son Elle a sommeil un est léger? sommeil tellement léger qu'au moindre bruit, elle est debout. Et le problème, c'est qu'après quelques jours sans sommeil, dit-elle, ouais, c'est évident, j'ai des maux de tête hein, et je suis irritable. Mais bien sûr, hein, Ben, oui. ça c'est la logique de l'insomnie et du manque de sommeil, bien sûr. Même nous Ah autres, oui, si on ne famille dort veut pas gifler tout assez, le monde on alors. sera irritable. Alors, Mhm. cette personne, c'est juste une personne anxieuse. C'est juste une personne anxieuse, comme ma secrétaire, parce que ma secrétaire, elle toque à ma porte. Je suis seul dans mon cabinet. Elle toque à la porte. Si j'étais par hasard derrière la porte et que j'ouvre la porte, elle sursaute. Ouais. Oui. Et si elle est en train de faire quelque chose et que j'ouvre mon cabinet, elle sursaute. Au moins de trucs, elle sursaute. Et effectivement, même son nuit est très développée. Je vous assure que en tout cas, ses sens sont aussi assez développés. Et c'est une personne également qui ne peut pas, qui signale que chez elle, eh ben, s'il y a le moindre petit bruit d'horloge, elle n'arrive pas à dormir. Vous voyez, donc, c'est des personnes stressées. C'est des personnes qui ne sont pas relaxes. C'est des personnes anxieuses. Alors, il faut les détendre tout simplement. Et la plante qu'on a déjà signalée ici, qui détend très, très bien, c'est l'ashwagandha. Elle prend de l'ashwagandha, ça va les détendre, ça va lui enlever tout le stress, toutes ses angoisses, et elle va dormir, et elle ne se sortira plus au moindre petit bruit. C'est tout. Parfait. Nous revenons un peu rapidement à Mireille, effectivement, pour compléter le tableau de Mireille. Hein. Mireille qui disait justement par rapport à la nourriture que c'est vrai qu'elle fait que je fais moins de plaisir. Bon, en fait, effectivement, elle n'est pas, ça donne pas beaucoup de plaisir, je pense, c'est ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est Mhm. depuis l'enfance qu'elle a justement ce souci avec la nourriture. Là, elle confirme en fait le Est-ce tableau qu'elle est a des aussi. loisirs? Est-ce qu'elle a des trucs qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Bon, Mireille, il faut nous J'aimerais dire, bien est-ce qu'il y qu'elle a réponde. vraiment des choses Ce que qu'elle tu aimes? aime faire, ce Dis-moi. qui lui fait plaisir, qui fait qu'elle rigole, voilà, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Mireille, je ne veux pas faire la liste à ta place. Dis-moi. Alors, en attendant de revenir à Mireille qui nous le dit, Diane Sidi, docteur, qu'est-ce qui peut expliquer les douleurs articulaires générales, c'est-à-dire dans tout le corps, de sa maman de 70 ans qui vit au Cameroun et expérimente en fait les douleurs surtout en position assise. Cette maman pratique quand même la marche 3 fois par semaine, 30 minutes. Ça rejoint le thème de notre dernière émission, Oui. docteur. Alors, elle a dans les 70 ans, c'est ça? Elle a 70 ans, oui. 70 ans. Bon, c'est pas assez déjà, hein. 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Mm. Honnêtement, c'est pas, 70 ans, c'est pas, en tout cas, c'est pas un âge. Bon, je comprends qu'elle doit être bourrée d'arthrose, et que ses articulations sont un peu usées, et que peut-être qu'elle a très mal, peut-être qu'elle marche et qu'elle se fatigue, mais il faudrait qu'elle marche un peu plus. C'est les conséquences de toutes les toxines, je ne sais pas où elle vit, de toutes les toxines qu'elle a accumulées pendant les 70 ans, parce que les gens ne Mm. font pas de détoxification chez eux. C'est la conséquence, et ça, du coup, ça crée des inflammations dans le corps. D'accord. Et l'inflammation devient chronique parce que le corps n'arrive pas à éliminer toutes ces toxines, toutes ces saletés, tous ces poisons. Et D'accord. ce qu'ils font là-bas au pays, c'est que quand ils ont mal partout comme ça, ils demandent des médicaments. Ce qui fait qu'ils vont empirer leur empoisonnement parce qu'ils vont prendre quoi? Ils vont prendre du paracétamol, ils vont prendre de l'ibuprofène, ils vont prendre des anti-inflammatoires, ils vont prendre tous des trucs qui vont Mm. soulager la douleur, qui vont bloquer la réaction du corps, bloquer Mm. la douleur, mais
pas réparer tous ces problèmes qui entraînaient la douleur. Ce qui fait que ces médicaments, demain, ils auront, si avant ils avaient besoin d'un comprimé, mais 5 ans après, ils ont besoin de 10 comprimés. Vous voyez, parce que même le médicament lui-même sera combattu par le corps en créant encore une autre inflammation pour éliminer toutes ces toxines-là du corps. Et ça, je ne dis pas que quand elle souffre beaucoup de ne pas en prendre, mais c'est là qu'intervient les dépolluants dont on a parlé. C'est pour ça que quand vous allez voir les vertus, que ce soit du chlorella, de la spiruline, du curcuma et bien d'autres, vous voyez tous qu'ils sont anti-arthrosiques, qu'ils combattent le rhumatisme, qu'ils combattent l'arthrose. Ils ne combattent pas l'arthrose parce qu'en prenant, ça vous calme la douleur. Vous pouvez prendre un tonneau de curcuma le même jour. Bon, c'est vrai, c'est aussi anti-inflammatoire. Ne prenez pas le curcuma. De chlorella, 10 grammes. Mais si vous aviez mal, mais vous aurez autant mal le soir. C'est parce que ça vous nettoie toutes ces toxines que le corps se calme. L'inflammation se réduit parce que tout le monde est content, il n'y a plus rien à aller nettoyer, il n'y a plus rien à aller éliminer, etc. Le corps, ça s'agit et du coup, les problèmes inflammatoires des articulations régressent semaine par semaine, mois par mois, et les gens ont de moins en moins mal, mois après mois. Je ne parle pas de jour après jour, c'est mois après mois. C'est une affaire parce qu'elle a 70 ans, elle a accumulé. La table, elle est, comme je dis, c'est comme une table qu'il faut nettoyer, mais elle est restée sans être nettoyée pendant des années. Donc la saleté s'est incrustée. Vous ne pouvez pas l'avoir juste à un produit, et puis c'est tout propre. Ça met du temps pour désincruster ça, etc. doucement. Alors, association, les algues et le curcuma. Très bien. Je salue Gustave Mwangué, notre soignant qui nous rejoint, qui est déjà en ligne, qui nous accompagne des personnes en ligne en répondant déjà à certaines questions. Merci beaucoup, Gustave, d'être là. Après le bloc opératoire, maintenant, voici le bloc solidaire. Je salue également Sonjon Liliane, effectivement, qui d'ailleurs m'a donné un conseil, une astuce pour des problèmes de gorge, et effectivement, la toux, notamment après, elle a connu le coronavirus, effectivement, pour se débarrasser de la toux un peu plus rapidement. Elle a mangé du clou de girofle, m'a-t-elle dit, du clou de girofle. Elle mange et puis elle écrase aussi, elle macère et elle boit. Il semblerait, en fait, cela a été radical. Ça fait sortir même des glaires, a-t-elle dit. Vous pouvez l'essayer. Vous pouvez l'adapter d'ailleurs. Je vais revenir. Merci à ceux qui ont également répondu à Émilie qui voulait savoir c'est quoi le Nganda. Non, c'est pas le Nganja, c'est Ashwagandha. Ashwagandha, oui. C'est pas le Nganja, ni le Nganda, ni le Nganda. Ni le Nganda. Alors. A-S-H-W-A. Oui, quelqu'un lui a écrit cela en ligne en plus, c'est bien. Mireille lui a répondu. Merci Gustave aussi qui assure le suivi en ligne pour les questions de Michou et Samé. Je voudrais revenir à la question de Pami sur son sommeil, c'est intéressant. Sanjon, Diane Liliane lui a dit moi aussi, elle prend la peau d'oignon avec clou de girofle et que ça l'aide beaucoup pour bien dormir parce qu'Alvin Tamaleux dit qu'avec une infusion de peau d'oignon et qu'elle prend comme du thé, ça fonctionne. Bon, revenons quand même au cas symptomatique de Pammy avec les éléments nouveaux qu'elle nous apporte et qui peuvent nous aider à comprendre et puis aussi à aider d'autres personnes. Le temps de retomber, elle écrivait qu'elle fait beaucoup de sport et que c'est quand elle fait le sport de façon intensive qu'elle réussit à peu près à bien dormir. Je vais retomber dessus peut-être là. Oui, elle apprend de l'ashwagandha, mais cela n'a pas d'impact sur son sommeil d'une famille. Et elle nous dit aussi qu'elle n'est pas du tout anxieuse, elle n'est pas du tout voilà,
très anxieux. Je suis plutôt joyeuse, hyperactif, C'est celle qui hyperactive ne en mangeait l'occurrence. pas, c'est ça? Non, c'est celle qui a un difficulté de sommeil, qui a un léger sommeil, et qu'on Ah, ok, disait, ok, expliquait ok. parfois que ce Qu'elle sont est des gens qui peuvent joyeuse être liés à et qui n'est pas l'anxiété. anxieuse. Et qui, elle dit qu'elle n'est pas anxieuse, elle est plutôt hyperactive, elle fait du sport à forte intensité. Et le sport, et c'est ce sport à forte intensité qui peut l'aider à À mieux dormir. dormir. Donc, on peut peut-être supposer qu'elle a besoin de se dépenser, elle a besoin d'être... Ben, en fait, le sport, ça libère des endorphines. Bon, ça, c'est sûr que c'est déconseillé de faire juste avant d'aller au lit. Sinon, je peux vous dire que le sommeil, ce n'est pas comme ça. C'est des heures après qu'on dort mieux. C'est vrai qu'on mhm, dort beaucoup mieux, mais des heures après. Si vous mhm. faites du sport et que vous vous couchez une heure après, la qualité du sommeil sera très mauvaise. Mais plus de 2 heures après, ça va. Donc, plus de 2 heures après, normalement, ça va parce que ça libère. D'ailleurs, on dit endorphine, hein, endorphine, endormir, endorphine. Euh, oui, je crois qu'elle dit qu'elle est joyeuse, etc. Mais si au moindre petit bruit, elle sursaute, c'est qu'elle a quand même et c'est quelqu'un qui, bon, disons, peut-être qu'elle est joyeuse, mais elle a certainement Justement, de docteur, l'anxiété. oui, Elle a certainement effectivement, de l'anxiété. effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est une personne avec qui on peut prendre beaucoup de temps pour discuter, pour comprendre, parce que je voulais justement lui dire qu'il y a des personnes qui présentent plutôt un profil joyeux, même d'hyperactivité, qui cache en réalité un fond d'anxiété. Donc, cela ne veut rien dire. Donc, il y a des tableaux hystériques qui sont en fait la manifestation d'une grosse inquiétude intérieure qu'on compense par une suractivité. Donc, le propre de l'anxiété, c'est souvent que c'est à notre insu. Je veux dire que nous pouvons même déprimer sans nous rendre compte. C'est justement cela, parce que nous sommes faits de cette part inconscient, de l'inconscient et du conscient. Et vous doutez, en fait, vous le savez peut-être, que la part inconsciente est absolument ce qui constitue notre être. Donc, parfois, nous avons le sentiment que nous maîtrisons exactement ce qui se passe, juste au moment où nous ne maîtrisons rien. Donc, cela ne vous soustrait pas quand même à une question, parce que c'est ce que je voulais dire, en voyant quand même que vous avez cette lecture de vous-même, Pammy, plutôt joyeuse, hyperactive, et que malgré cela même, l'ashwagandha ne vous aide pas, soit vous aurez pu être une personne qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, parce qu'il y a des gens comme ça, que 3-4 heures, ça suffit, et ils sont en super forme, mais pour vous, non, c'est pas le cas. Si vous êtes irritable, vous avez mal à la tête, ça veut dire qu'en Vous fait, avez besoin de dormir. vous avez besoin de dormir, et ce qui vous empêche de dormir, pour moi, il y a de fortes chances, effectivement, je souscris à ce que dit le coach, il y a de fortes chances qu'il y ait une forme de quiétude interne, quelque chose, une forme d'insécurité profonde. Il faut voir. Ouais. Et insécurité, parce que moins de petits trucs, la personne, elle se sent pas en sécurité. Comme vous dites, une forme d'insécurité. On peut être joyeux. Et pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on exprime sa joie? Pas souvent quand on est seul, quand on est avec du monde. Mais peut-être la personne se sent justement très bien qu'elle est avec du monde et c'est plus joyeuse parce qu'elle se sent en sécurité, il y a Exactement. du monde, Très etc. et tout. bien. Et Très bien. qu'après, quand on se retrouve seul la nuit dans son truc, il y a une angoisse qui nous empêche après de dormir. Par Tout à contre, si fait. on a eu une grosse sécrétion d'endorphine la journée à cause du sport, ben, ça fait que c'est comme si on a un somnifère naturel qu'on s'est injecté et qui nous bloque un tout petit peu les mécanismes d'anxiété. Mm. Donc, c'est pas possible qu'elle puisse dormir avec le sport et que sans sport, parce que le sport, ça fait quoi? On dit d'ailleurs que ça détend. Ça détend. Alors, ça veut dire que quand elle ne fait pas de sport, elle n'est pas détendue puisque elle n'arrive pas à dormir. Mm. Elle n'est pas détendue. Mais elle doit Voilà. aimer le monde. Elle doit s'exprimer. C'est tellement qu'elle elle est plus joviale, etc. Quand il y a du monde, elle se sent bien, etc. Et tout, elle va te Tout à fait. rigoler, etc. Tout à Mais fait. c'est pas, on n'est pas comme ça toute la journée non plus quand on est seul dans son lit. C'est ça. Donc, tout à fait. Donc, il faut quand même regarder de ce côté, par rapport à vous-même, hein, Pammy.
parce que voilà, on peut être au service des autres, on peut être très joyeux avec les autres, être même très exubérant, mais lorsqu'on se retrouve seul, on se retrouve un peu. Il y a peut-être des choses, vous savez, c'est comme les douleurs parfois au dos, au trapèze, c'est l'illustration de quelque chose qui vous embête, même à votre insu. Ce n'est pas magique, hein, c'est pas mystérieux, c'est simplement que vous prenez le temps, à la limite, voilà, avec l'aide de quelqu'un à réfléchir. C'est la solution n'est pas forcément mécanique, elle est peut-être psychologique tout simplement. Vous regardez quand même cela. Nous avons eu une personne il n'y a pas longtemps, effectivement, qui nous présentait un tel tableau et qui, on s'est rendu compte qu'elle vit seule avec sa fille, effectivement, et qu'elle était inquiète. Elle nous a confié, effectivement, que, voilà, le fait de, elle est à la maison avec une personne, en principe, elle ne devrait pas avoir peur, mais elle a quand même peur parce que, en fait, elle angoisse parce qu'elle dit que sa fille, elle a reconnu en discutant avec nous, que sa fille est jeune et petite. Elle se dit, s'il m'arrive quelque chose, ma fille est trop jeune, comment elle va continuer la vie, comment elle va me secourir, comment, bon, voilà. Donc, ce sont des choses qui nous parasitent et nous empêchent d'être tranquilles. Voilà. Et justement, restons dans ce registre avec la fille de Michou, qui est très hyperactive, mais qui sursaute à tous les coups. Elle dit, genre, comme la secrétaire de Dr. Choco, elle a 9 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire à Michou pour cette petite fille de 9 ans? Parce qu'il vaut mieux justement s'en préoccuper maintenant. Parce que sinon, après, ça se cristallise. C'est pas rien. Ça, c'est de la pédopsychiatrie totalement parce que vous savez, elle a été influencée. Bon, je peux donner une explication. Les solutions sont un peu compliquées dans le sens où commencer à donner les plantes à l'enfant, c'est la psychothérapie à cet âge-là. C'est mieux de lui faire une psychothérapie pour qu'elle puisse être rassurée de ses peurs, parce que ces peurs-là sont parfois induites par des événements qu'ils ont vécu directement ou Oui. indirectement à travers certains films ou certains dessins animés ou certains, vous voyez, quand je dis films, peut-être films d'horreur, films de, vous savez, ils sont souvent sensibles à un certain âge et il suffit qu'ils tombent sur un film, qui dorment sur les pieds et les jambes des parents qui regardaient peut-être un film, mais que pour les parents, ça va. Et l'enfant était à côté, regardait aussi, et puis l'enfant après Lorgné n'arrive pas par à le petit dormir. trou. Pardon? C'est un film peut-être bienfaisant pour les parents, mais un peu destructeur. Voilà, un peu J'adore traumatisant insu. pour l'enfant. Donc, bon, les causes peuvent être multiples. Ça peut être, mais maintenant, quoi faire? Et il faut vraiment discuter avec l'enfant et pour connaître ses peurs, ses craintes. Oui. Peut-être dire, on va faire ceci, non. Parce qu'il faut Mhm. traiter le cas par rapport à la cause. Mais la cause Mhm. chez elle, est-ce que c'est elle a peur parce que est-ce qu'elle a peur des humains? Est-ce qu'elle a peur des animaux? Est-ce qu'elle ouais, parfois les peurs, ça ne vient même pas des humains, qu'elle a totalement confiance aux humains, Bien etc. sûr, bien Mais, sûr, mais bien une sûr. petite araignée ou une mouche, parce qu'elle a vu un truc, un film où il y avait une mouche ou bien une araignée qui tuait tout le monde, et puis elle a peur de qu'il y a une araignée, donc il y a un petit truc, quoi, c'est une araignée qui arrive. Vous voyez, bon, je donne un exemple comme ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais comment le savoir? Mais c'est en discutant beaucoup à l'enfant, enquêter pour voir si elle a des peurs, quel type de Mhm. peur, explorer Oui, tous les domaines possibles. c'est OK, ça. pour voir, et ça ne peut pas, et ça, les enfants, parce que lui demander même, t'as peur de quoi? Elle pourra vous dire, j'ai peur de rien, parce Oui, bien qu'elle n'en sûr, est pas consciente. bien Parce que sûr. comme vous avez, c'est dans son subconscient. Mais maintenant, si vous lui dites, oh, imagine qu'il y a une grosse, une araignée sur ton lit. Oh, mais si on voit déjà la réaction, l'image, vous voyez ça, que, ah, il y a une phobie des araignées. Imagine qu'il y a un serpent. Ah, oh, un serpent, ben, moi, je la prends, je la caresse et tout ça. Vous voyez, l'enfant relaxe, vous savez que le serpent, c'est pas ce qui. Donc, vous voyez, Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut discuter avec exactement. l'enfant et faire une enquête. Et après, si on a pu déterminer, dépister la cause de l'anxiété de cette angoisse-là, bien sûr, on explique à l'enfant
Et on essaie de travailler un peu pour les montrer, pour banaliser un peu ça et puis les montrer et pour faire diminuer cette angoisse-là. Mais tant qu'on ne sait pas, c'est pas évident. C'est ça. Donc, Michou, ce sont des exemples qu'on donnait. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Et j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à consulter un psychologue. Ce n'est pas un problème. J'en profite pour vous le dire. N'hésitez pas. Ce sont des techniciens de la parole parce qu'ils peuvent aider. Ce que nous, peut-être, nous ne savons pas comment faire, que l'enfant accouche. Justement, c'est le travail. C'est pas ça ne fait pas de votre enfant quelqu'un de spécial, un fou, de quoi. Non, c'est important. Et cette fonction existait dans toutes les sociétés, même chez nous. Vous voyez, certains praticiens qu'on appelle, certains tradis praticiens, en fait, ils passent le temps à faire de la psychothérapie, en fait, avec les patients dans leur cabinet tout le temps. Hein. Donc, je vais dire, la société a toujours cette fonction-là, que ce soit une société africaine, occidentale. Ça s'appelle pas comme ça, psychologue, mais sachez que oui, justement, on a besoin de ces personnes qui peut-être ont une qualité, une capacité à nous accompagner. Et je pense que avec ce tableau, il est vraiment important d'aider. C'est par la cure de la parole qu'on va y arriver, parce que la parole est cathartique dans ce cas-là. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cet impératif de d'aider cet enfant à extérioriser ce qui l'inquiète, parce qu'il n'est pas normal qu'un enfant dorme à 24 heures, soit levé à 4 heures du matin ou 3 heures, c'est très peu, et soit avec tous ces symptômes que vous indiquez. Donc, faut faire parler l'enfant. Dora Charms veut absolument que nous puissions poser sa question. Elle avait juste besoin de savoir quel est le code pour la phycocyanine. C'est la phycocyanine, Dora Charms. Je ne sais pas s'il y a un code particulier pour le phycocyanine. Non, Il y a non, peut-être un non. conseil à lui donner, par contre, sur c'est le 10, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Le 10K, le phycocyanine 10K. Voilà. La phycocyanine 10K. Euh, je la personne est où? Dora, où êtes-vous, Dora? Je peux lui le Dora. donner parce que c'est sur Internet, c'est très cher. Je peux lui donner le coordonnées de mon fournisseur ici qui peut lui envoyer ça à des prix vraiment. D'ailleurs, il faut me l'envoyer, ça, docteur, parce que j'en ai besoin, oui. Je veux bien. Ok, je vais vous envoyer ça. Très Et vous le bien. faites beaucoup plus intéressant que sur Internet. Oui, voilà. Voilà, Dora. Nous allons bientôt conclure cette émission pour les questions qui n'ont Donc, pas de réponse. Euh, excusez-moi. ah, ben, oui. Le numéro, je vous donne à vous et puis à Dora. C'est vous qui transmettrez à Dora? Oui, Après? elle est au United Kingdom, au UK, comme elle est écrit Ah, dans ok, au l'Angleterre. UK. Ok, vous lui transmettrez aussi ça et puis si la Oui, personne peut je vais passer à lui Jackie ça. Jacques notamment, qui est au secrétariat, elle va s'occuper à lui transmettre ça Ok, particulièrement super. à Dora. Ça marche. Euh, Nous allons, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à des questions, c'est pas grave, nous en voulez pas. Nous reviendrons Je vendredi veux- et puis nous commencerons par vous. Oui, oui, je voulais juste préciser une petite remarque de Michou et Samé. Non, non, justement, c'est parce pas. que je voulais revenir à elle, oui. Ok. Ah non, non, c'est une personne qui disait que pour l'enfant, parce que j'ai dit tout à l'heure que pour les enfants, je ne conseillais pas cet enfant qui est peut-être anxieuse de commencer à donner les ashwagandha. Je ne dis pas que ça va lui faire du mal, mais un enfant qui a cette angoisse, c'est mieux de traiter vraiment la cause, la C'est racine, ça, que de faire oui. que ce soit amélioré par par une plante, même si la plante n'est pas dangereuse pour elle, commencer à ça, c'est mieux de régler le truc de telle manière qu'elle n'ait pas besoin spécialement de plantes pour ce genre de problème, parce que c'est un problème psychologique. Si elle avait un problème de santé, d'intoxication, hépatique, ok, on donne des plantes même aux enfants, ça c'est vrai, c'est puisque ce n'est pas dangereux. Mais pour les problèmes psychologiques comme ça, je préfère une psychothérapie qui donne des résultats à long terme que les plantes qui aident et qui ne vont pas. Si vous avez peur des araignées, avec la plante, vous aurez moins peur des araignées, mais vous n'allez pas aimer les araignées.
Oui, vous n'allez Non. pas dire que, OK, maintenant que j'ai l'araignée, j'ai pris la plante et je peux aller toucher sans problème. Alors que si on vous fait une psychothérapie de trucs, vous comprendrez que, oh, ben, celle-là, ben, c'est pas parce que je peux toucher, vous voyez, c'est beaucoup plus profond, tout simplement. Voilà. Avant de conclure cette émission, je dire encore une fois de plus que ceux qui n'ont pas de réponse, on revient vendredi avec Dr Choco, sachant que demain, spécial autisme, demain, là, nous aurons des parents d'autistes, nous aurons des professionnels qui travaillent autour, nous aurons Carlos aussi pour en parler, en tout cas, et vous avez des expériences, vous avez des questions, et c'est ça, on met en commun demain. Soirée jeudi à thème, ce sera autisme. Avant de terminer, donc revenons à ce cas spécifique concernant cet enfant, par exemple, Michou qui nous apprend que cet enfant a été suivi par un psy après le décès brusque de sa grand-mère et après ce suivi, ça allait. C'est un enfant qui s'attache beaucoup aux autres et aime aussi venir en aide aux autres. Voilà, on voit justement le tableau d'une hypersensibilité, d'une personne très, très attentive à tout ce qui se passe, c'est-à-dire que tous les événements qui se passent autour d'elle, même si elle vous donne l'impression qu'elle ne voit rien, elle voit rien, c'est comme une éponge, elle aspire tout. C'est Donc, tout ça. ce qui se Toute la passe la réalité. concerne. Donc, vous devez, ça nous ramène effectivement à ce que Dr Choco disait, il y a peut-être des choses qui pour vous c'est banal, alors que pour elle, non. Et il est important pour elle de verbaliser, de mettre en mots, parce qu'en mettant en mots, elle met hors d'elle et puis elle l'objective ses pensées. Donc, il faut parler. Déjà, vous-même, les parents, vous devez parler, prendre le temps. Je dis qu'après, parce que j'ai même envie de dire qu'après ce suivi-ci, pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi on n'a pas continué? Pourquoi on a. Parce que le seul événement, ce n'est pas l'événement de sa grand-mère. Est-ce que le psy s'est orienté à travailler sur le décès de la grand-mère simplement? Non. Si cet enfant a été secoué par le décès de la grand-mère, ça suppose que cet enfant a un fond anxieux. Elle a quelque chose comme ça d'un peu vulnérable sur le plan des sentiments ou sur le plan de l'émotion. Et c'est sur cet aspect-là, de façon générale, qu'il faut travailler, qu'il faut l'accompagner. Non, docteur? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est sur le plan psychothérapique, sur le plan psychologique que l'on doit l'accompagner, la comprendre et la rassurer. Voilà. Nous nous retrouverons donc demain, comme je vous ai dit, ce sera à 19 heures et, pour la soirée spéciale autisme. Et nous allons probablement nous retrouver à la même heure vendredi avec le docteur Choco. Et pour la suite de vos consultations gratuites, profitez-en, partagez dans vos différents réseaux et surtout, s'il vous plaît, soyez solidaires. Soyez solidaires. Comme quelqu'un nous appelle là, les militants ou les soldats de la santé, oui, c'est normal. C'est surtout, nous sommes des militants du bien-être. C'est de l'idée de dire qu'est-ce que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Chacun est capable de faire quelque chose. Et surtout, vous avez compris aujourd'hui en début d'émission, nous avons parlé de cette insensibilité qui nous caractérise et même cette méchanceté idiote et complètement stupide qui nous caractérise à être très indifférent à la souffrance de l'autre. Vous pouvez ne pouvoir rien faire, mais rien ne vous empêche au moins de l'empathie. Parce que oui, bien évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je suis en train d'écrire la biographie de la Reine Blanche que vous connaissez. Et je suis justement sur le chapitre de l'enfance. C'est un truc que je travaillerai sur 3 volets. C'est vraiment une vie très riche parce que j'ai envie de démontrer comment nous sommes aussi le produit de nos ascendants. Parce que quand on connaît la Reine Blanche, on peut la voir comme un phénomène comme ça, une génération spontanée. Non, c'est certainement le fruit de beaucoup de choses qui se sont passées avant elle et des transmissions intergénérationnelles. En ce moment où on veut absolument compartimenter des gens et les isoler, notamment avec le prétexte du coronavirus, on empêche la vie sociale, ainsi de suite. Pourquoi je vous prends cet exemple justement, c'est pour dire que par exemple, vous voyez, pour ceux qui liront le livre, hein, et elle avait un grand-père qui était à la guerre. C'était quand on parle des gens qui se dévouaient ainsi, c'était des gamins de 30 ans quoi. C'est pas des, c'est parce que quand on parle parfois et que c'est même quand on regarde au Cameroun, tous ces gens au Niobel, les folies, on oublie que c'était des gamins, c'était des gens qui avaient la trentaine quoi. On ne sait pas, c'était des gens qui engagés, c'était des gamins. Et donc tous ces pays, tous ces gens qui se sont battus, c'était des très jeunes personnes. Et celui-là donc
Et en soi, il y a eu des échanges de coups de feu sur le front de bataille. C'était la Première Guerre mondiale. Et un Allemand qui est tombé et il a voulu, et on se regardait, on ne savait pas trop comment faire. Et ils se sont regardés, ils ont dit, mais il faut ramener son corps pour mettre de leur côté, parce que les autres ne vont pas approcher, parce qu'il n'est pas encore mort, peut-être qu'on peut le sauver. Et comme lui, c'était un pasteur, il était pasteur en même temps, hein, le sergent il est venu pour la guerre. Vous comprendrez toutes les subtilités dans le livre quand vous lirez si vous voulez, mais je voulais simplement prendre cette image, me venait là parce qu'il a décidé par lui-même, sans demander l'autorisation, mais il a dit non, je me sens le devoir d'un être humain d'aller aider un autre être humain. Seulement quand il est revenu, euh, euh, quelques temps plus tard, tout le monde apprécie, et ses supérieurs ont voulu le débriefer, ont voulu savoir ce qu'il a vu dans la position allemande. Il a dit non, moi j'étais allé aider un être humain. Je me sentais interpellé par un devoir divin, par quelque chose de plus fort que moi. J'étais allé aider un être humain et je n'étais pas allé enquêter, je n'étais pas allé en espion. Si vous voulez m'envoyer maintenant attaquer la position allemande, j'y vais. Je respecte les ordres. Si vous m'envoyez en mission pour cela, j'y vais. Mais j'étais allé sauver un être humain parce que, en voyant quelqu'un qui souffre, j'ai cette première réaction. Il peut être mon adversaire, mais je suis un humain et c'est ce que je suis allé faire. Et vous savez, cela lui a coûté d'être accusé de trahison et il devait être exécuté. Il y a une succession d'événements qui ont fait que l'orage, ainsi de suite, beaucoup de choses. Et finalement, on a pensé qu'il était fou. Il a terminé sa vie dans un asile psychiatrique. Il est mort très, très jeune. Et bref, je vais m'arrêter là. Et je pourrais vous le raconter une autre fois, en tout cas. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que voilà, même sur un théâtre d'opération de guerre, comment quelqu'un, nous devons être, je vais dire, il ne faut pas oublier que nous sommes des humains. C'est-à-dire que la douleur de l'autre, même si on a des accords, sa douleur doit nous déranger. C'est ça, Ouais. docteur Tuko? Exactement. Exactement. On ne peut pas être insensible à la douleur d'autrui, à la souffrance d'autrui. On doit Voilà. être interpellé et on doit réagir. C'est le sens de l'humanité et c'est le devoir de l'humain. Si on veut garder ce statut d'humain là, c'est ça qui nous différencie. Et même certains animaux viennent au Mais bien sûr, secours bien des sûr, autres êtres vivants. Je ne dis même pas des leurs semblables. On a vu bien des sûr, animaux venir au secours d'une autre espèce, d'une autre absolument, espèce. Ça se absolument. voit tout le temps sur les scènes. Alors franchement, Merci, docteur. On se dit à vendredi alors. à Hein? vendredi. Bonne soirée à tous Merci nos beaucoup. Bonne auditeurs. soirée. Et pour vous et moi-même, François Chantal Ogada, bienvenue. Merci encore à Gustave Moiguet pour le service en ligne qui continue à prodiguer des conseils le temps que nous terminons complètement cette émission. Nous nous retrouvons donc demain ici à 19h, heure de Paris, 18h, heure de Banganté. Et, et pour parler de l'autisme et tout ce handicap dont souffrent beaucoup d'enfants, même dans nos villages, et on ne le sait pas, on l'attribue très souvent à la sorcellerie et ainsi de suite. On en parle demain. Et merci encore à Gustave, hein, il est encore en train de continuer la consultation en ligne. Et Michou et Samé, bon courage, Dora Chance. Merci bien sûr à l'impératrice Nandi Zulu pour tout ce qu'elle fait et pour que nous puissions continuer. Salut Tanali Choussa, bon courage également chez vous, vous en avez besoin probablement. Sylviane Carole Foch, Jenny Fashion, Brad, Pammy Hope et tous les autres. Sondion Diane Liliane, merci pour vos contributions également, pour vos belles idées. Hein. Marie-Berthe Touré Joho, merci pour vos contributions. On se retrouve dans un prochain avenir, tout simplement, n'est-ce pas? C'était un vrai plaisir et surtout continuez à partager. Faites-y un maximum de personnes qui en profitent. Voilà, c'est tout. C'est gratuit, donné gratuit. Ceux qui lisent la Bible, on leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allez, que. À demain. We go, we know.
Merci. Merveille Chagoué et tous les autres. Bonne soirée. C'est à l'heure Victorien Nanko. Merci. Salut Alvin Tamale. Continuez à faire le boulot en ligne. Merci beaucoup, Gustave, encore. We go, we know. Je le crois.